Merci Marie-Pierre. Alors, je vais vous présenter un travail qui a été essentiellement réalisé par Thierry Tribou, qui n'a pas pu faire cette présentation, donc je le remplace. Et ça, c'est le résultat d'une collaboration entre des équipes INRAE, Institut de l'élevage et BCL Ouest, principalement. Et donc, ça traite de la dynamique des relations génétiques entre production laitière et poids vif en race Holstein. Alors, le contexte est le suivant. Quand on a une augmentation de production laitière en début de lactation, les besoins énergétiques augmentent et l'ingestion ne s'adapte pas à un rythme équivalent. Et donc, ces besoins énergétiques ne sont pas couverts par les apports alimentaires, au moins dans un premier temps, ce qui implique une mobilisation des réserves corporelles. Alors, c'est une adaptation physiologique normale, mais quand elle devient excessive, elle altère la reproduction, la santé, elle a un impact économique défavorable. Donc la question au cours du temps, on a beaucoup sélectionné la production, y compris la production dans les stades précoces de la lactation, et donc on a induit une plus forte mobilisation. La question, c'est est-ce que ces deux caractères sont très fortement génétiquement corrélés, ou est-ce qu'il y a moyen de les découpler de façon à éviter une mobilisation excessive. Alors, par ailleurs, les moyens actuels, les outils de phénotypage à haut débit nous permettent maintenant d'accéder à des données journalières, que ce soit pour la production de lait et le poids vif. Du coup, ça nous donne des opportunités d'études génétiques qu'on n'avait pas auparavant. Donc, l'objectif de cette étude a été de mobiliser ces données journalières pour mesurer l'intensité du lien entre production et perte de poids en début de lactation. Alors, pour cela, on s'est basé donc sur des données de 36 élevages commerciaux, alors de taille variable, qui disposaient de 1, 2 ou 3 robots chacun. Les robots étaient tous de la même marque, Lely, et ils disposaient d'un plateau de pesée automatique, ce qui nous donnait donc des poids journaliers. L'étude couvre au total 6700 vaches, toutes Holstein, avec des données qui ont été enregistrées entre juillet 2014 et juillet 2018. À chaque visite de la vache au robot, on dispose de l'heure de visite, le poids de lait et le poids de la vache, qui est ensuite synthétisé sur la journée. Au total, ça fait rapidement beaucoup de données, environ plus de 7 millions de visites au robot, 2,8 millions de production de lait par jour, 2,3 millions de poids. Vous voyez qu'on a un petit peu moins de poids parce que, c'est des données qui globalement sont un petit peu plus, instables. Et il y a un petit peu plus de perte de données, mais il en reste quand même vraiment encore beaucoup. Typiquement, voilà le genre de données auxquelles on a affaire. En haut, donc le même animal avec une première lactation, puis une deuxième lactation, donc en bleu puis en rouge. Et en bas, c'est la courbe de poids correspondante entre la date du premier vélage et la fin de la deuxième lactation. Évidemment, il y a des trous. La vache ne va au robot que quand elle se fait traire, et donc il n'y a pas de données de poids en période de tarissement. Vous voyez aussi que sur les poids, il y a une variabilité des données qui est relativement importante. Il est assez fréquent d'avoir des différences entre journées de l'ordre de 30 kg de poids vif. Alors, il y a eu un certain nombre de standardisations avant d'analyser les données. La première, c'est à partir du lait de chaque traite, on calcule une production à 24 heures avec la formule utilisée dans le cadre du contrôle laitier. On a également standardisé pour les taux. Alors, les taux ne sont mesurés que mensuellement, et donc, pour chaque individu, on a fité une courbe de Wilming, ce qui nous a donné donc des taux butyreux, taux protéiques à chaque jour, et à chaque jour, donc, on a combiné le lait observé et les taux estimés. Un problème plus ardu, je dirais, est celui du poids vif. Et ça nous a un petit peu perturbé, au moins dans les premières analyses. Ce qu'on constate, évidemment, c'est que lorsque la production est croissante, il y a une mobilisation corporelle qui est plus forte, et donc on devrait observer une diminution du poids vif.
Mais dans le même temps, l'ingestion est croissante et du coup, on a également une augmentation du contenu digestif. Et donc, plus le, comment dire, plus la production augmente, plus évidemment l'ingestion à un moment donné va augmenter. Ça va se traduire par une hausse du contenu digestif et donc un poids vif constaté qui va être surestimé par rapport au poids vif vide. Et la mobilisation corporelle qui normalement augmente avec la production de lait est partiellement, parfois complètement masquée par l'augmentation du contenu digestif. Et ça induit un biais assez fort qui pourrait même se traduire, si on corrige rien du tout, par le fait qu'il n'y a absolument aucun antagonisme entre production et mobilisation corporelle, ce qui est évidemment pas très réaliste. Alors, on a dû donc ajuster le poids vif pour les variations de contenu digestif en cours de lactation. Pour cela, on a utilisé deux types de paramètres. Un paramètre qui est de 4,5 kg de contenu digestif par kilogramme de matière sèche ingérée, enfin, ou variation de quantité de matière sèche ingérée. Ce chiffre de 4,5 nous a été fourni par la bibliographie et par nos collègues de Pégase. Et par ailleurs, dans les élevages commerciaux, on n'a pas d'estimation, on n'a pas de mesure, de la quantité ingérée. Et donc, on l'a estimé séparément à partir de données indépendantes. Donc, on a utilisé dans le cadre du projet Gentor, on avait accès à plusieurs fermes expérimentales. On en a comparé plusieurs, mais au final, celles qu'on a utilisées sont celles de la ferme expérimentale de Aarhus, en Danemark, qui est très comparable. Et on a fait une prédiction indirecte de la matière sèche ingérée en fonction du poids vif et de la production journalière, stade par stade, les coefficients étant obtenus pour chaque stade de lactation. Et voilà un petit peu le bilan d'une courbe ajustée. Vous avez ici le poids observé tel qu'il sort brut du robot et le poids corrigé pour le poids vif et la production laitière. Alors ensuite, ces données, qu'elles soient les données de production ou les modèles de poids vif, on les a analysées avec un modèle de régression aléatoire. Donc, ça vous a été présenté par Nicolas Riens, également par Amélie Fischer. L'idée est de considérer, alors là c'est une analyse génétique, l'idée est de considérer que le caractère production ou le caractère poids n'est pas le même au cours de la lactation et qu'il varie de façon plus ou moins continue à chaque jour de la lactation. Potentiellement, sur 300 jours de lactation, on peut définir 300 caractères. Alors évidemment, il est évident qu'ils sont corrélés entre eux. À 2 jours d'intervalle ou le jour et le lendemain, évidemment, ils ont une corrélation de pratiquement de 1. Mais lorsque vous vous éloignez, la corrélation diminue. Comme on a un phénomène d'autocorrélation qui est assez fort, en fait, on sait mathématiquement qu'on peut décomposer ces caractères en différentes composantes. Si on n'en avait qu'une, on mesurerait juste le niveau moyen, et donc le caractère serait le même au cours de la lactation. Si on en ajoute 2, on peut le faire varier déjà pas mal, avec une sorte de niveau moyen et de persistance. Dans le cas présent, on en a considéré 3, ce qui donne une assez bonne flexibilité de la modélisation. Et donc, avec ce genre de modèle, on estime évidemment les 3 composantes et ensuite en les recombinant, on peut estimer par exemple l'héritabilité, la variance génétique de la production laitière à n'importe quel stade. La même chose pour le poids vif à n'importe quel stade de la lactation. On peut calculer la corrélation génétique entre 2 productions entre n'importe quel stade ou 2 poids vifs à n'importe quel stade, ou bien une corrélation génétique entre la production et le poids vif à n'importe quel stade de lactation. C'est extrêmement flexible une fois qu'on a obtenu ces paramètres. Alors, ce modèle a été analysé sur les animaux, enfin sur les lactations de rang 1 et 2, donc environ 3700 vaches en L1,
presque 3000 vaches en L2. Les effets pris en compte dans le modèle sont un effet groupe de contemporaine, donc, qui est défini par la combinaison troupeau jour de contrôle. La trajectoire moyenne a été modélisée par des spleens tout au long de la lactation, avec un spleen pour chaque mois de mise bas. Pour la production laitière, on a pris en compte le nombre de traites par jour. On a un ajustement pour l'âge de la vache au vélage, pour son stade de gestation. Et puis, au niveau de la vache, on a distingué une composante génétique et une composante non génétique. Donc, la composante génétique, c'est celle qui se transmet entre apparentés. Celle qui est non génétique, qu'on appelle l'environnement permanent, c'est celle qui est propre à la vache, mais qui ne se transmet pas. Et chacune de ces deux composantes, est elle-même expliquée par trois composantes de régression aléatoire. Alors, en termes de résultats, voilà par exemple quelques effets d'environnement qui ont été estimés. Vous avez ici le résultat des spleens pour chaque mois de lactation. C'est la figure de gauche. Vous voyez des courbes de lactation qui ont toutes plus ou moins la même forme, qui varient un petit peu en niveau et en persistance. Voilà donc le type d'ajustement qui est fait par les spleens. À droite, vous avez l'effet du stade de gestation, donc qui est nul en début de gestation, et puis évidemment qui se traduit par un effet dépressif sur la production laitière au fur et à mesure que la gestation s'avance. En termes d'héritabilité, eh bien, au niveau de la production laitière, on est entre 0,20 et 0,25 donc à chaque jour de contrôle, avec une héritabilité qui tend à augmenter au cours du temps. La variance génétique est à peu près constante, mais la variance d'environnement tend à diminuer au cours de la lactation. L'héritabilité du poids vif est évidemment bien supérieure, autour de 0,5, plutôt avec des valeurs un petit peu plus faibles en début et en fin de lactation. On peut, comme je vous l'ai dit, estimer des corrélations génétiques entre production laitière à différents stades. Donc, vous avez ici un graphe 2D qui vous donne le niveau de corrélation entre n'importe quel point. Donc, vous voyez qu'au milieu, au niveau de la première diagonale, on est à des niveaux de corrélation qui sont très élevés. Donc, ça signifie que deux points, par exemple, distants d'un mois ou de 2 mois, sont en général à des corrélations génétiques qui sont supérieures à 0,9. Par contre, si vous prenez le point en bas à droite, vous allez mesurer la corrélation génétique entre le début de la lactation et la fin de la lactation. À ce moment-là, on n'est plus qu'environ à 0,4 ou 0,3. Ça reste positif, mais c'est quand même très faible. C'est-à-dire que le début de la lactation ne prédit pas très bien la fin de lactation. C'est quand même plutôt le milieu de lactation qui, lui, est le plus représentatif, à la fois du milieu, mais aussi du début et de la fin, avec des corrections d'au moins 0,6, 0,7, parfois 0,8. Si vous prenez la même courbe pour le poids, vous avez des corrélations génétiques qui sont beaucoup plus fortes tout au long du temps, puisque un animal lourd devient rarement complètement léger. Si vous regardez la corrélation génétique entre production de lait et poids vif, vous constatez qu'en première lactation, la corrélation en début de lactation la corrélation entre la production laitière en début de lactation et le poids est relativement réduite, autour de 0, 0,1 par là, qu'elle tend à augmenter au milieu de la lactation pour atteindre environ 0,3 et qu'elle redécroît un petit peu en fin de lactation. En lactation 2, le pattern est un petit peu différent puisque la corrélation génétique semble nettement plus forte en début de lactation et tend à décroître un petit peu au cours de la lactation, tout en restant généralement positive à 0,3, 0,2. Alors, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vraiment répondu à la question. Simplement, il faut maintenant imaginer qu'avec ces paramètres, on peut les recombiner entre eux et on peut créer des nouveaux caractères. Par exemple, la perte de la mobilisation, si je l'estime par une perte de poids, eh bien, je peux combiner
le poids en semaine 5 et le poids en semaine 1, et ça me donne donc la différence permet de mesurer la perte de poids vif au cours du premier mois. Et ce caractère-là, je peux en déterminer l'héritabilité, je peux en déterminer sa corrélation génétique, par exemple, avec la production, ce qui était exactement la question posée, le niveau de couplage entre, quel est le niveau de corrélation génétique entre production et variation de poids. Et le résultat est représenté sur la figure de droite. Donc c'est la corrélation génétique entre la perte de poids et la production laitière à n'importe quel stade. Vous voyez qu'au début, la corrélation est négative, donc défavorable, c'est-à-dire que plus la production laitière augmente, plus la perte de poids est importante, mais la corrélation n'est que de 0,3, je dirais. C'est pas un couplage extrêmement fort. Et quand on avance avec la lactation, le niveau de production en milieu ou en fin de lactation n'est plus corrélé avec la perte de poids initiale. Donc on en déduit donc qu'il y a un certain couplage, mais qui n'est quand même pas extrêmement fort. La situation en deuxième lactation est encore plus marquée, je dirais, puisque la corrélation génétique, on obtient à peu près la même courbe, mais elle est comprise entre moins 0,1 et plus 0,1, c'est-à-dire que la corrélation génétique est proche de 0 entre perte de poids initiale et production laitière en deuxième lactation. Et donc, avec ce genre de conclusion, on en déduit donc que la liaison génétique entre mobilisation corporelle et production de lait en début de lactation est légèrement défavorable, mais raisonnablement faible, je dirais, qu'elle devient quasi nulle au-delà de 10 semaines de lactation. Et comme par ailleurs, la liaison génétique entre production laitière en début de lactation et production de lait après la 10e semaine de lactation n'est pas de 1, elle est plutôt de l'ordre de 0,7, 0,8. On pourrait très bien imaginer de sélectionner des animaux plutôt sur la production en milieu de lactation, en mettant une petite contrainte sur la production en début de lactation, et ça devrait permettre de ne pas accentuer le niveau de mobilisation corporelle. Le découplage, de notre point de vue, semble donc tout à fait possible. Voilà. Et pour terminer, je voudrais remercier donc les partenaires, INRA et de IDEL, de BC l'Ouest et de CEL, les grands conseils venant de MTRIL, également de Mozart, et puis nos financeurs, AMR et Apigel. Et je remercie à vous, Thierry Tribou, pour son travail.